Savez-vous ce que sont les lignes de désir? Si c'est le cas, vous avez peut-être deviné ce dont il sera question dans l'épisode d'aujourd'hui. Et si ce n'est pas le cas, eh bien restez, on va parler de ça, mais aussi plus généralement de la place des habitants dans la fabrique de la ville. On en parle juste après le générique, c'est parti. Salut, c'est Philippe pour ce nouvel épisode de Fenêtre sur la ville, et comme c'est la rentrée, je me suis dit qu'on pouvait commencer avec un peu de douceur, un peu de poésie, et parler de ces fameuses lignes de désir pour lesquelles j'ai beaucoup d'affection. Les lignes de désir, c'est quoi? Ce sont ces lignes, ces traces laissées sur une pelouse, souvent un raccourci entre deux routes officielles, et qui matérialisent donc les routes officieuses, celles qui sont réellement pratiquées et utilisées par les passants, et non pas celles qui étaient à la base prévues pour ça. Si les lignes de désir trouvent autant de grâce à mes yeux, c'est parce qu'elles racontent très bien cette opposition entre ce qui est d'un côté prévu et planifié, et ce qui, de l'autre, est réellement désiré par les usagers. Et vous imaginez bien que si on le retrouve à l'échelle d'une petite pelouse, on le retrouvera multiplié par 1000 et par 100 à l'échelle d'une ville dans son ensemble, et ça pose évidemment d'énormes problèmes. Durant plusieurs décennies, nos villes ont malheureusement été pensées ainsi, de manière descendante, c'est-à-dire planifiées d'en haut, dans les cénacles, les ministères et les bureaux d'études, et imposées aux gens d'en bas, les habitants, les occupants d'un lieu, les usagers d'un parc, d'une rue ou d'un quartier. Mais fort heureusement pour notre discipline, les urbanistes se sont vite rendus compte des soucis que ça générait. Avoir des villes dans lesquelles les gens ne peuvent pas occuper l'espace comme ils le voudraient vraiment, ça crée des frictions, des frustrations, et parfois même de la souffrance et du mal-être, sans parler de l'acceptabilité des projets qui peut être remise en question, ce qui pose évidemment de grandes inquiétudes quand on est un opérateur urbain. Et c'est un peu pour ça que, progressivement, les acteurs responsables de cet urbanisme descendant se sont dit que ça pouvait être une bonne idée, peut-être, pourquoi pas, d'impliquer davantage les futurs usagers des lieux. Depuis le début des années 2000, on observe un vrai changement de mentalité sur la question. Selon la formule consacrée, il s'agit de faire la ville avec et pour les habitants. Pour ce faire, il y a plusieurs niveaux d'implication et tout un tas de méthodes et d'outils que je vais vous décrire assez rapidement maintenant. Le premier, c'est l'information. C'est le niveau 0 de la participation. On informe sur un projet en cours et ça n'implique évidemment aucune forme de participation. Le deuxième, c'est la consultation qui est aujourd'hui largement dominant. On présente aux habitants différents projets et on leur demande de donner leur avis. Avis qui sera plus ou moins écouté, et on va pas se mentir, dans 90% des cas, ce sera surtout moins que plus. Le troisième niveau, peut-être le plus plébiscité aujourd'hui, c'est la concertation. Les usagers y sont théoriquement force de proposition, ils peuvent faire part de leurs besoins, de leurs doléances, et théoriquement, ils doivent être écoutés, dans la mesure évidemment de ce qui est faisable, techniquement ou budgétairement. À l'heure actuelle, presque tous les grands projets urbains intègrent une phase de concertation. Alors évidemment, il y a de nombreuses limites à tout ça que des chercheuses et chercheurs ont mis en exergue depuis bien longtemps. Notamment sur le fait que ce sont un peu toujours les mêmes profils qui participent aux réunions de concertation par exemple. Et on se retrouve donc avec des villes qui n'ont pas été pensées par les habitants dans leur ensemble, mais juste par une petite partie des habitants. Heureusement, pour pallier à ça, il y a d'énormes efforts qui sont faits, de nouvelles méthodes qui sont mises en place, qui tirent parfois parti du numérique, et parfois pas. Certains projets mobilisent par exemple des jeux vidéo, tels que Minecraft ou GTA, pour impliquer les jeunes et les moins jeunes en leur permettant de se déplacer virtuellement dans des maquettes 3D photoréalistes de leur futur quartier. D'autres travaillent à l'inverse avec des cartes dessinées sur papier par les habitants, là encore de tout âge, de manière à représenter le territoire tel qu'il est réellement vécu et perçu, plutôt que de se contenter de plans aériens que seuls les techniciens sont en mesure de comprendre. Mais si vous avez bien suivi cette vidéo, vous avez remarqué qu'il reste un quatrième niveau d'implication dont je ne vous ai pas encore parlé. Ce niveau, c'est la codécision ou la coproduction des projets urbains. Vous avez compris qu'il s'agit d'impliquer les habitants concrètement en les faisant participer aux réunions, aux choix budgétaires, aux choix de programmation des activités ou des mètres carrés qui seront attribués à un lieu. Dans le jargon, les urbanistes appellent ça la maîtrise d'usage. C'est un terme un peu barbare et si vous êtes d'accord, je vais faire une petite aparté pour vous expliquer de quoi il retourne. Dans tout projet urbanistique ou architectural, on peut distinguer deux grandes entités. D'un côté, ce que l'on appelle la maîtrise d'ouvrage, c'est l'entité qui commande le projet, par exemple une ville ou une région dans le cadre d'un projet de quartier, et qui va définir un cahier des charges en fonction de ce qu'elle souhaite avoir. De l'autre, on a la maîtrise d'œuvre. C'est l'entité qui met en œuvre la commande, autrement dit qui applique le cahier des charges qui lui a été confié.
Ce sont par exemple les architectes ou les boîtes de BTP qui vont réaliser concrètement le projet en proposant de le faire comme ci ou comme ça, en fonction des contraintes et des budgets. Bon alors je vous rassure tout de suite, même après 10 ans à bosser dans le secteur, j'ai toujours pas réussi à retenir la différence entre maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. Et ça, c'est le cadet de nos soucis aujourd'hui. Ce que je veux que vous reteniez, c'est bien où se place la maîtrise d'usage. Il faut le voir vraiment comme une troisième entité, complémentaire de la commande et de l'exécution, et qui va vraiment représenter l'expertise des usagers. Je vais vous donner un exemple un peu plus concret, parce que là c'est encore très abstrait. Imaginons une ville qui veut construire une nouvelle école. La maîtrise d'œuvre, c'est la collectivité qui passe le cahier des charges, et puis la maîtrise d'ouvrage, ce sont les architectes qui vont concevoir les plans. Eh bien, la maîtrise d'usage, dans ce cas, ça serait par exemple d'impliquer les professeurs pour aider à dessiner les salles de classe, parce que mine de rien, il n'y a que eux qui savent vraiment ce dont ils ont besoin pour faire cours le plus efficacement possible. C'est assez logique, et en même temps, c'est assez nouveau dans la discipline. Mais on pourrait même aller plus loin et intégrer par exemple les parents d'élèves, qui eux aussi ont leur mot à dire pour ne pas attendre leurs gamins sous la pluie à la sortie de l'école. Et tant qu'à faire, on peut même intégrer les enfants qui sont, mine de rien, les vrais destinataires du projet. Et je pense que vous voyez là où je veux en venir. La maîtrise d'usage, c'est à la fois quelque chose de très prometteur parce que c'est naturellement et objectivement enrichissant pour un projet. Par contre, ça peut être très compliqué parce qu'il faut rassembler énormément de gens avec des attentes et des désirs qui peuvent être très différents. Et forcément, ça peut être une galère sans nom. Et ça nous a permis justement, nous aussi, de mettre la main à la pâte, puisqu'avec ma propre classe, mes élèves de CP, nous avons fabriqué quelques briques. Donc ça a donné davantage l'envie aux enfants de venir dans ce bâtiment parce qu'ils y ont participé. Et si c'est galère à l'échelle d'une école, vous imaginez bien que c'est d'autant plus galère à l'échelle d'un quartier ou d'une ville dans son ensemble. Et néanmoins, j'insiste, ça permet de faire des projets qui sont objectivement meilleurs et dans lesquels tous les habitants peuvent se sentir représentés et avoir une envie d'occuper l'espace de manière plus optimale. Ces dernières années, par exemple, on a beaucoup parlé de la place des femmes dans la ville. On le sait, les villes n'ont pas été pensées pour les femmes, qui n'ont pas vraiment eu voix au chapitre quand il s'agissait de concevoir les rues et les quartiers. Aujourd'hui, on se rend compte à quel point c'est un problème, et la maîtrise d'usage, elle peut intervenir ici, permettre à certaines populations qui ont été ostracisées de l'espace public de se le réapproprier en participant à la manière dont seront conçus les futurs espaces de nos territoires. Et c'est pour ces raisons que je crois dur comme fer à ces nouvelles manières de faire. Alors évidemment, il va falloir un soutien politique, notamment pour inciter, voire forcer les acteurs urbains à intégrer ce type de démarche. Il va aussi falloir qu'on trouve des méthodes et des outils dont l'efficacité sera approuvée, parce qu'aujourd'hui, chacun fait un peu comme il peut, il faut le dire. Il y a quelques bureaux d'études qui sont spécialisés sur ces questions, mais ça reste encore un petit peu hétéroclite. Enfin, dans la continuité du point précédent, je pense qu'il y a un corps de métier qui pourrait prendre de l'importance dans les projets urbains. Ce corps de métier, ce sont les designers, parce que mine de rien, quand on parle d'expertise d'usager, on parle d'expérience utilisateur à proprement parler, et pour ça, les designers peuvent apporter énormément de compétences. Comment le design peut-il intervenir dans les projets urbains? Je vous propose d'en faire le sujet de notre prochaine vidéo. On se retrouvera dans 3 semaines à peine pour en parler parce que c'est une vaste question sur laquelle il y aurait beaucoup à dire. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez apprécié, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater des prochaines sorties. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager vos commentaires sur vos expériences de concertation, heureuses ou malheureuses. Moi, je vous dis à très vite et merci beaucoup. Thank you so much for coming. What an amazing turnout. My name is Leslie Knope. I am the Deputy Director of the Parks and Recreation Department. And tonight we're going to be taking some of your questions as... Hello?